J'ai un petit secret à vous dire. Approchez. Allons, approchez. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité. Et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime? Oui, oui, je sais. Répondre à la question à quoi sert le français par un extrait du film Le Cercle des poètes disparus, hein, le film de Peter Weir de 1989, avec Robin Williams dans le rôle du professeur Keating, hein, le professeur de français qui enseigne le carpe diem et l'amour de l'art à ses élèves, c'est vraiment un gros cliché. Vraiment là, je ne pouvais pas plus sauter à pieds joints ou me vautrer dans le cliché. Je sais, ça ressemblera à de la facilité. Mais en même temps, il faut quand même le dire et l'admettre, hein, on n'a jamais fait meilleure réponse quasiment à pourquoi on enseigne le français, la littérature, la philosophie, les genres que sont le théâtre, la poésie, l'essai, le roman, et plus généralement en fait hein, les sciences humaines, les humanités. Voilà, on n'a pas fait de meilleure réponse que celle de Monsieur Keating hein, dans le film. Il y a ce par quoi l'on vit, il y a ce par quoi l'on vit, grâce à quoi l'on vit, les sciences, les techniques, etc. Le monde tourne et fonctionne grâce à ça, on en a besoin pour vivre. Et puis il y a ce pourquoi l'on vit, pour l'art, pour la beauté, pour l'amour, pour l'aventure, pour les passions, pour les sentiments, pour les relations humaines. Bref, voilà, pour tout ce qui fait les humanités, hein, les humanités en général. Donc voilà, c'est vrai que cette distinction entre ce par quoi l'on vit et ce pourquoi l'on vit, ce qui est d'un côté la condition de notre existence sur un plan de survie, sur un plan technique, et ce qui est notre raison d'être sur un plan beaucoup plus existentiel, spirituel, philosophique et psychologique, la distinction est quand même passionnante et est sans doute une des meilleures réponses que l'on puisse donner, a priori, hein, en point de départ comme ça, à la question de à quoi sert donc le français, mais on a aussi l'occasion de le voir, la philosophie et plus généralement donc voilà les matières littéraires. Mais bon, n'empêche que c'est vrai que c'est peut-être une petite facilité là que je me suis accordé, un petit cliché qui agacera peut-être certains de m'être servi d'entrée de jeu de cette réplique peut-être un peu éculée ou galvaudée d'un film qui l'est peut-être tout autant d'ailleurs, hein, qui a fini par devenir une espèce comme ça de référence facile et stéréotypée de littéraire. Alors bon, avec un peu de chance, là, dans le public auquel je m'adresse pour cette préparation au bac, beaucoup ne connaîtront même pas le film. Alors, j'en viens à appeler ça une chance. En tout cas, du coup, auront au moins la surprise, la découverte de la réplique, hein, puisque bon, le film est de 1989 et que bon, généralement, les gens, dès qu'on leur parle de choses qui précèdent leur date de naissance, ils considèrent que c'est vieux, hein, comme intéressant que le critère pour eux de ce qui est vieux, c'est ce qui précède leur date de naissance. Hein. Les gens se prennent tous pour Jésus-Christ, pour le Christ. Hein. Hein, ce qui est vieux, c'est ce qui est en moins avant eux-mêmes. Hein. Tout ce qui est en zéro et plus après eux-mêmes, ça c'est bon. Voilà, c'est encore jeune, c'est encore stylé, et encore. Donc voilà, certains diront que c'est trop vieux. Et pour tout vous dire, parmi ceux qui peut-être dans la génération actuelle de bacheliers connaîtront ce film, connaîtront cette référence, j'ai vu passer les trucs dingues. Comme quoi, en fait, dans la nouvelle lecture, la lecture de cette nouvelle génération, le professeur Keating est considéré comme un personnage toxique. Voilà, puisque tout est toxique aujourd'hui. Voilà, le professeur Keating serait un être toxique, serait considéré comme le méchant, hein, le méchant mal identifié de ce film. Et donc, voilà, que toutes ces générations qui ont considéré Mr. Keating comme un être brillant, un être grandiose, un être qui inspire les autres, et bien en fait, sont des gens qui étaient je sais pas, aveuglés par un cynisme ambiant ou par des faux semblants. Voilà, et donc il faudrait voir en professeur Keating le grand méchant de l'histoire. Un adulte irresponsable qui a poussé des adolescents à leur perte.
Bon, écoutez, de toute façon, on ne s'étonne plus de rien aujourd'hui, hein. J'ai même vu passer une lecture de Merlin l'Enchanteur de Disney, hein, le film Merlin l'Enchanteur de Disney, hein, le dessin animé de 1961, un truc comme ça, 62, 60, 59, je sais plus. Enfin, c'est un film de la fin des années 50, début des années 60, hein, époque Georges Brassens, etc. Et voilà, qui analysait en quoi la scène des écureuils, hein, vous vous souvenez qu'il y a une scène de transformation en écureuil, est une scène problématique, hein, puisque le personnage de Moustique, transformé en écureuil le temps d'une séquence par Merlin, serait victime de harcèlement sexuel par une femelle écureuil. Alors effectivement, elle en pince sérieusement pour lui, ce qui en fait une séquence à la fois touchante et comique, parce que bon, elle est sincèrement amoureuse, et en même temps, voilà, la scène en est drôle parce qu'elle n'arrive pas à entendre, à accepter que ce n'est pas un vrai écureuil, que ce n'est qu'un humain. Voilà, mais bon, écoutez, il y a toujours des gens pour réussir à moraliser ce qui n'a pas forcément à l'être et à ajouter des enjeux là où il n'y en a pas forcément. Et donc, voilà, écoutez, apparemment, c'est une scène problématique dans un film qui du coup le devient. Voilà, donc vous voyez, bon, d'une génération qui trouve que Merlin l'Enchanteur devient un film problématique à cause de ça, on ne s'étonne pas que le Cercle des Poètes Disparus devienne une référence problématique et que Keating du coup devienne un corrupteur de mœurs. Bon bah écoutez, il y en a eu d'autres, et des plus grands et des meilleurs qui ont été accusés de corrompre les mœurs, entre autres Socrate, qui a été condamné à boire la ciguë pour cette raison-là, et oui, pour les mêmes chefs d'accusation, comme quoi hein, il libérait trop les esprits, hein, il poussait les gens un peu trop à réfléchir par eux-mêmes et donc à réaliser parfois leur destin ou qui ils étaient. Et donc il corrompait la jeunesse, donc il a été condamné à boire la ciguë. Vous voyez, encore aujourd'hui on ferait boire la ciguë à Socrate. Bon, trêve de préambule et d'introduction au vitriol. Bonjour à tous, salut les Happy Few, ici Kit Charlemagne, Alexandre. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre cycle Back is Coming, un cycle de vidéos que je consacre donc au bac et à ces deux épreuves littéraires principales que sont le français en première et la philosophie en terminale, et donc à ces deux épreuves maîtresses que sont pour l'une et l'autre matière le commentaire de texte et la dissertation. Donc une espèce comme ça de grand stage de préparation, de grande formation générale ou de révision, hein, de cycle de révision sur ces matières et ces épreuves. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre, l'épisode que nous allons consacrer à la question « À quoi sert le français ?» Nous avons déjà vu dans une première vidéo ouvrant ce grand cycle Back is Coming bien, ce qu'est le français, hein, qu'est-ce que le français, qu'est-ce que c'est que cette matière. Voilà, hein, en fait on a vu que c'était un petit peu de tout et n'importe quoi mélangé, hein, il y avait un petit peu de tout dans le français. Et bien là en fait on passe à une autre question un peu plus méta, hein, on monte d'un cran dans le méta et on va se demander en fait, mais en fait le français ça sert à quoi? Pourquoi on en fait? À quoi ça sert? Et on entend souvent bien sûr des matières littéraires, de toute façon ça sert à rien, de toute façon pourquoi on fait ça, de toute façon jamais on aura besoin de faire ça plus tard dans la vie. Voilà, bon, bah, entre autres, voilà, c'est une critique qui peut venir des adeptes plus des matières scientifiques. Voilà, c'est que les gens qui défendent les matières comme la littérature et la philosophie sont souvent accusés d'être de grands rêveurs, déconnectés de la réalité. Alors pourtant, nous n'irons pas tous sur Mars ou sur même la Lune, hein, ou même d'ailleurs des planètes encore plus lointaines hein, que Mars. Tout ça, bien sûr, c'est beau pour rêver, c'est joli, c'est de la conquête spatiale, c'est de la conquête de l'humanité. Mais voilà, on est loin d'être tous concernés directement par tout ça. En revanche, nous sommes tous concernés par la communication, par les sentiments humains, par la psychologie, par la philosophie, par les relations, le dialogue, etc. Voilà, donc vous voyez, qui sont les rêveurs dans ce monde? Ceux qui s'intéressent à des corps célestes lointains que l'on ne pourra jamais approcher autrement que par le rêve ou par quelques robots ou les satellites, ou alors est-ce que c'est voilà, ceux qui s'intéressent à tout ce qui se passe ici sur Terre, entre nous, d'humain à humain, de façon relationnelle, interpersonnelle, dans nos rapports, nos échanges humains, dans nos relations, entre parents, enfants, entre frères et sœurs, entre amis, entre amoureux, voilà, la communication humaine, la psychologie, la philosophie, tout ça, voilà, c'est ce qui fait la vie de tous les jours. Voilà. Donc, qui sont les rêveurs, qui sont les plus déconnectés, c'est à se demander. Mais pas étonnant évidemment que l'intérêt, l'utilité de ces matières soit remise en question dans un monde qui précisément met l'utilité, l'utilitarisme au-dessus de tout. Et bien sûr le quantifiable, le chiffrable, le calculable, le rentable, tout ce qui relève du capital, du concret, de l'utile, du calcul, du bénéfice, de la spéculation. Dans un monde ultra pragmatique, hein, avec de forts restes de positivisme et parfois frôlant le scientisme, voilà, pas trop étonnant de voir des matières qui n'ont rien de concret immédiatement à rapporter en termes d'argent, de bénéfices
financiers ou matériels, bien voilà, être remis en question. Voilà, d'où ce que dit Mr. Keating, hein, voilà, Monsieur Keating, la nuance entre ce par quoi l'on vit et ce pourquoi l'on vit. Et donc voilà, c'est de ça dont il va s'agir un petit peu ici. Mais puisque nous avons commencé par dire avec qu'est-ce que le français, eh bien que le français était, comme son nom l'indique à la base, une matière tournant autour du langage, la question du langage, hein, le français en tant que langue, eh bien c'est peut-être par ça qu'il faut commencer d'abord, pour expliquer à quoi sert le français, avant d'en venir au reste, bien sûr, à tout ce qu'on avait développé. D'abord, à quoi sert le français dans sa dimension linguistique, hein, dans son approche du langage. À quoi ça sert au fond, c'est vrai, hein, de savoir bien parler, d'avoir du vocabulaire, de savoir développer ses idées, les formuler, mettre des mots sur ses sentiments, argumenter, débattre, hein, voilà. Bon, j'ai l'impression que déjà rien que poser la question, c'est quasiment y répondre, hein, parce que ça peut sembler évident dit comme ça. Mais bon, puisqu'il peut y avoir des sceptiques éventuellement, et que c'est l'objet de cet épisode en particulier, ben d'essayer peut-être de les convaincre, en tout cas de les éclairer, voilà, qu'ils trouvent un peu des réponses, et que peut-être du coup une motivation, un renouvellement de motivation dans les révisions ou dans l'approche des épreuves, eh bien voilà, allons-y, partons par là. On a un petit peu la réponse déjà de à quoi sert le français et à quoi servent les exercices comme la dissertation et le commentaire, puisque ce que vont évaluer ces exercices-là, eh bien, c'est soit notre capacité d'analyse des textes d'autrui, soit notre capacité à soi-même produire un texte. Et ces compétences-là, eh bien, elles sont précieuses et utiles dans la vie de tous les jours, et pas seulement si on veut être prof de français ou devenir journaliste ou faire un métier littéraire. Bien entendu que certaines personnes en auront toujours plus besoin que d'autres, c'est normal, on ne fait pas tous les mêmes métiers, les mêmes professions, on n'a pas les mêmes vocations. Mais on est tous concernés par le langage. On passe nos journées à parcourir les réseaux sociaux, à lire des messages, à lire des tweets, à lire des posts, à lire des articles. Toute la journée, en fait, on lit les messages des autres aussi, on reçoit des messages, etc. On va écrire des messages, on va écrire éventuellement des tweets, des posts, des articles, etc. à notre tour. Donc vous voyez, on est tantôt lecteur, tantôt auteur à longueur de journée. Même si on ne lit pas de littérature, même si on ne lit pas de texte, hein, là vraiment pour ceux vraiment qui sont réfractaires à ça, hein, je ne parle pas de ceux après qui adorent lire ou qui lisent beaucoup, mais même les gens les plus allergiques à la lecture dans la vie vont être amenés sans s'en rendre compte à lire toute la journée. Des messages, des articles, des posts, internet, etc. Et sans le savoir aussi, parfois vont être amenés à écrire très souvent. Écrire à des amis par SMS, écrire à un flirt, à une petite amie, à un petit ami, à quelqu'un qu'on essaie de séduire, etc. Et vous voyez, ça, ce sont autant d'occasions où vont s'exercer normalement et vont être mis en pratique des choses qu'on est censé en fait avoir apprises et validées avec le français. C'est-à-dire la capacité à maîtriser son langage, à s'exprimer, à avoir du vocabulaire, à avoir de la culture générale, à savoir argumenter, à savoir convaincre, à savoir ne pas être d'accord avec autrui, à savoir faire valoir son point de vue sans pour autant se fâcher, se disputer et mal dire les choses, trouver les bons mots au bon moment, avoir du vocabulaire, de l'aisance dans le langage, comprendre ce que les autres disent sans déformer ce qu'ils disent, etc. Vous voyez, tous ces outils de compréhension écrite et d'expression écrite, tout comme il y a expression orale et compréhension orale, sont des choses qu'on apprend avec le français depuis l'école primaire jusqu'au lycée et qui sont des compétences extrêmement précieuses et pas seulement dans le domaine professionnel et dans le domaine spécifiquement littéraire pour ceux qui font des métiers littéraires, mais pour tout le monde. Tout le monde dans la vie est concerné par le langage. Tout le monde est concerné par le fait d'avoir des conversations avec des gens, de ne pas être d'accord avec quelqu'un de temps en temps, de devoir en fait convaincre, argumenter sur un point de vue, de s'engueuler éventuellement, de se prendre la tête, ou alors de devoir au contraire plaire, séduire. Tout ça, ce ne sont pas finalement des compétences tant que ça intellectuelles, au sens avec un grand I intellectuel, hein, ou alors professionnelles, mais c'est même des compétences humaines en fait. Ça fait partie de l'expérience humaine de maîtriser un langage, de s'en servir. Nous sommes des homo sapiens. L'homo sapiens, hein, il se définit, il se caractérise par son cerveau, par le côté savant, le sapiens, et donc notre côté savant est intimement lié au langage. Hein. On rappelle que le début de l'histoire, hein, la fin de la préhistoire et le début de l'histoire, c'est l'invention de l'écriture. Hein. C'est l'arrivée du langage écrit. Hein. Donc, évidemment, le français, comme ça relève de ce langage écrit, vous voyez, c'est rien de moins que le début de l'histoire. Voilà, là on parle vraiment du côté évidemment linguistique ou rhétorique, etc. Et ce à quoi nous exerce le commentaire et la dissertation. Alors de tout ça, finalement, peut-être effectivement que le moins important a priori serait la culture littéraire en elle-même, c'est-à-dire la connaissance des mouvements littéraires, des œuvres, des grands auteurs, des grands textes. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert tout ça? Alors déjà, simplement, tant qu'à faire, quitte à nous exercer sur des textes, quitte à nous entraîner sur des textes pour les comprendre ou pour écrire dessus, etc.,
il est normal, il est plutôt logique, ça se comprend qu'on ait choisi les textes de la grande littérature. Quitte à s'entraîner, autant s'entraîner sur des beaux textes, des textes qui sont devenus cultes, des textes qui sont considérés comme parmi les plus beaux qu'on ait écrits et parmi nos chefs-d'œuvre. Et vous voyez, une pierre deux coups, puisque ces textes-là, comme ce sont des considérés comme des chefs-d'œuvre, ça fait partie de notre patrimoine littéraire culturel. Et vous voyez, justement, là on entre dans une autre fonction du français, alors peut-être qui va peut-être moins parler à certains, mais bon, qui fait partie du jeu. Tous les pays du monde font ça au passage, c'est pas strictement français, tous les pays du monde font ça avec leur patrimoine littéraire. Mais quand vous faites partie d'un pays et que vous êtes élevé dans ce pays, donc éduqué, instruit dans ce pays va vous enseigner bien sûr sa langue, mais va vous enseigner sa culture en général. Et dans cette culture, la littérature généralement occupe une place très importante. On s'est construit sur des textes, on s'est construit sur la littérature pendant des années, bien avant le cinéma, bien avant le jeu vidéo, bien avant la télé. Ce sont les lettres, c'est les textes qui ont forgé notre culture et notre connaissance, nos savoirs. Donc c'est normal que les textes soient très importants. Et donc ces textes ont fini par en fait former notre patrimoine national. Et vous voyez, c'est pas pour rien qu'on parle de langue de Molière pour le français. Le français, c'est la langue de Molière. Pas pour rien qu'on parle de la langue de Goethe pour l'allemand. Pas pour rien qu'on parle de la langue de Cervantes pour l'espagnol. Et qu'on parle de la langue de Shakespeare pour l'anglais. Vous voyez, la langue de Dante pour l'italien. Tous les pays du monde définissent leur langue par rapport à l'auteur qui est considéré comme celui qui l'a poussé dans sa plus extrême technique et sa plus extrême beauté et qui l'a en quelque sorte immortalisé pour toujours telle qu'elle est. Voilà, un peu l'auteur de référence. Donc bien sûr, Shakespeare pour l'Angleterre, ça se comprend très bien, même si depuis c'est un anglais un petit peu daté. Goethe pour l'allemand aussi, ça se comprend très bien. Alors Molière, on peut trouver au débat bien sûr, mais en tout cas, vous voyez, c'est une question de ref. Et oui, le français, c'est une matière qui est dispensée par l'éducation nationale. L'éducation nationale, donc, c'est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale, donc c'est du gouvernement, donc de la République française, de l'école laïque et publique pour tout le monde. Et donc l'école doit aussi former des citoyens français, et les citoyens français forment une nation parce qu'ils ont des références communes, des références culturelles communes, parce que voilà, même si on n'a pas grandi ensemble, même quand on ne se connaît pas, même quand on vient d'endroits très très différents, on a un bagage culturel commun qui nous réunit et qui fait qu'au fond, on se comprendra toujours un petit peu. C'est à ça que ça sert en fait. La culture à ce moment-là, c'est un lien, en fait, quelque chose qui nous relie. Et donc, vous voyez, le plus important quand on entend parler d'Émile Zola, de Victor Hugo, ou de Molière, ou de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, etc., le plus important, c'est pas forcément les textes en eux-mêmes ou les auteurs. Il y a des gens que ça intéressera, que ça touchera plus que d'autres, etc., et eux, ce sera important pour eux. Mais même ceux qui n'en ont rien à foutre ou qui trouvent que ça sert à rien, que vous le vouliez ou non, en tout cas, vous en aurez entendu parler. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en aurez entendu parler. Et rien qu'en avoir entendu parler, en fait, ce sera rentré dans votre tête et ce sera dans votre culture générale et dans votre bagage commun. C'est notre bagage commun à tous les Français. C'est notre culture générale nationale. Et ça fait une nation. Alors ça fait un petit peu comme ça, endoctrinement, quand on dit ça comme ça. Évidemment, c'est pas l'endoctrinement. Mais vous voyez, c'est comme les noms des lycées. Les noms des lycées, le lycée Stendhal, le lycée Gustave Flaubert, le lycée Hector Berlioz, etc. Vous voyez, ce sont des références en fait culturelles communes qui font allusion à notre histoire militaire, éventuellement parfois politique, notre histoire littéraire, notre histoire artistique. Et donc, ça crée en fait une espèce de cohésion nationale autour de notre culture. Donc oui, le français a aussi cette mission, il faut quand même bien le dire, mais tout comme l'anglais aux États-Unis, quand aux États-Unis, ils apprennent les auteurs américains, quand en Angleterre, ils apprennent Jane Austen ou Charles Dickens ou Shakespeare, il se crée en fait un bagage culturel commun, ce qui fait que les Anglais entre eux vont avoir des références communes, vont se comprendre, ont les mêmes classiques, et des classiques qui ont forgé leur culture et leur pays en fait, qui ont marqué leur histoire. Tout le monde fait ça, c'est tout à fait normal, et nous aussi, et donc le français a aussi cette fonction de transmettre ces références-là, vous voyez, avoir la ref. Je pense qu'on a tous connu ça, on fait partie d'une communauté, donc par exemple, je ne sais pas, un Twitch ou un Discord ou les deux, et vous aurez remarqué que ce qui fait qu'on forme une une communauté sur un Twitch ou sur un Discord, c'est le fait qu'on a des refs communes, on a des refs en commun. Ce qui fait que quand quelqu'un fait une petite inside joke ou une petite private joke dans une phrase, l'autre il a la ref parce qu'il connaît en fait l'allusion, etc. Ou alors il connaît le jeu vidéo dont on parle, il connaît la série dont on parle, il sait que telle phrase vient de tel film, telle série. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'on forme un groupe. Qu'est-ce qui fait qu'une commu est une commu? C'est que cette commu est réunie autour de mêmes centres d'intérêt, de mêmes passions, d'une même personne parfois, mais surtout d'un même domaine en général. Ça peut être le jeu vidéo, ça peut être la littérature, ça peut être les échecs, ça peut être n'importe quoi. Et que, en fait, c'est ce point spécifique de culture, cette spécialisation, en fait, va avec tout un vocabulaire, avec des références, avec des sortes de livres, des sortes de films. Et donc, les gens se comprennent entre eux parce qu'ils ont le même bagage culturel. Et vous voyez, ça donne ce sentiment d'appartenance, de fait de faire partie d'une même grande famille, de se comprendre, d'être pareil.
d'avoir une espèce de connivence entre nous, vous voyez? Donc finalement, si on a ça à l'échelle d'une commu, à l'échelle d'un Twitch ou d'un Discord, c'est exactement la même chose à l'échelle d'un pays. Quand on nous apprend notre culture générale française et notre culture littéraire française, eh bien, on fait en sorte que tous les Français aient déjà entendu parler ou connaissent Victor Hugo, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Rabelais, François Rabelais, parce que aussi Gargantua et Pantagruel, gargantuesque, on dit gargantuesque en français, vous voyez, c'est révélateur, ou rabelaisien. Tout ça fait partie non seulement, alors non seulement les noms, là on parle de noms, de name dropping en quelque sorte, voilà, on parle vraiment de noms, mais c'est pas que les noms, c'est aussi un certain état d'esprit. Je peux vous dire que la littérature allemande a un état d'esprit qui lui est propre, qui n'est pas forcément même du tout notre état d'esprit à nous français. Il y a une façon de penser propre à la littérature allemande, un état d'esprit. D'ailleurs en allemand on parle de Zeitgeist, l'esprit du temps. La littérature espagnole, elle aussi, a sa propre histoire, son propre état d'esprit, ses propres obsessions, ses propres préoccupations, sa mentalité. Et la littérature française, je peux vous le dire, a vraiment sa spécificité. L'esprit français, l'esprit voltairien, on appelle ça l'esprit voltairien ou l'esprit rabelaisien d'ailleurs. L'esprit rabelaisien, c'est l'art de mélanger l'érudition, la culture la plus pointue avec les gauloiseries, avec le côté paillard, avec le côté un peu beauf. Excusez-moi, mais nous sommes autant le pays de Pierre Bourdieu, de Jean-Paul Sartre que de Patrick Sébastien. Voilà, bah oui, mais n'empêche, c'est ça la France aussi. Vous voyez, ça résume bien les ambivalences d'un pays. Nous sommes aussi bien le pays de Jean-Paul Sartre que de Patrick Sébastien. Eh bien, Rabelais, c'est un peu la fusion des deux. Rabelais, c'est des textes à la fois où on parle d'urine, de caca, de paix, de scatologie, de sexe. C'est très en dessous de la ceinture, c'est très beauf, c'est très paillard. Et en même temps, on parle de Platon, on parle de philosophie, on parle de Socrate, on parle des Silènes. Voilà, on fait des grandes envolées lyriques sur certains sujets. Donc Rabelais, et vous voyez, c'est un condensé d'état d'esprit français, de mentalité française. Donc l'enseigner, ce n'est pas qu'une question d'histoire littéraire, d'humanisme, de Renaissance, de littérature, etc. C'est comprendre ce qui a formé notre pays et pourquoi on est la France et ce que c'est qu'être français. D'où nous vient cet esprit particulier de la France, ce sens de l'ironie, ce goût pour les blagues un peu potaches, pour le grivois, la réputation qu'on a du coup à l'étranger par rapport à ça, mais aussi notre raffinement, notre esprit critique, les Lumières, la Révolution, nos positionnements politiques, notre approche aussi de la littérature, pourquoi on a ce côté très réaliste. Les Allemands ont un côté très échevelé, métaphysique, ils aiment bien aller un peu dans les visions comme ça, un peu extra-lucides en littérature, c'est beaucoup plus déconnecté ou un peu plus planant. En France, on a un petit côté un peu plus terre à terre, on aime bien un peu comme ça ancrer nos histoires dans le réel, Balzac, etc., Stendhal, Flaubert. Donc vous voyez, en fait, tout ça, ça aide aussi à comprendre ce que c'est que la mentalité française, voire même ça la forme d'ailleurs, ça va peut-être finir de former en vous la mentalité française. Mais en tout cas, généralement, elle est déjà là et c'est plus question de la comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Vous voyez, c'est marrant, on parle de la matière, le français. Vous voyez, le français, c'est aussi bien la langue que le français, être français. C'est quoi être français? Voilà. Donc, à quoi sert le français? À tellement de choses. Le français sert à bien sûr apprendre notre langue, apprendre la langue française, la maîtriser en tant que langage, bien savoir l'écrire, bien savoir la parler, mais aussi comment connaître notre littérature en tant que culture générale, simplement pour la culture, pour la connaissance, se repérer dans le temps, dans les grands auteurs, notre patrimoine littéraire français, mais du coup par là même comprendre ce que c'est que l'esprit français, ce que c'est qu'être français, la mentalité française, avoir des rêves communes, comme ça, faire nation, avoir une cohérence dans nos références à tous, même si on vient d'endroits très différents, et aussi bien sûr apprendre à manipuler ce langage, en fait, pas seulement savoir l'écrire correctement, avoir une bonne graphie ou une bonne orthographe, mais savoir argumenter, manipuler ce langage, donc du coup connaître ses procédés de rhétorique, savoir ordonner ses idées selon un plan précis, comprendre ce que quelqu'un nous dit quand il nous écrit, quand il nous parle, donc voilà, savoir lire entre les lignes ou analyser ou commenter ce qu'il dit, et savoir lui répondre correctement, réagir, contre-argumenter, etc. Voilà, donc les deux exercices du commentaire et de la dissertation forment ces choses-là. Donc vous voyez, on forme à la fois notre profil de français en tant que citoyen, on forme à la fois des gens qui savent parler et s'exprimer, et on forme des gens qui vont savoir débattre, comprendre autrui, voilà, être des gens qui savent dialoguer, communiquer. Puisque ça va être un aspect très important, vous allez le voir, des éléments de méthodo qu'on va être amené à parcourir pour la dissertation et le commentaire. Le français, c'est avant tout une matière de communication. C'est de la communication, c'est du langage, c'est de la communication. C'est l'art de communiquer. Donc, pour ceux qui veulent faire des études d'ailleurs de commerce ou de business ou de communication, il y en a beaucoup, vous vous rendez pas compte à quel point le français en fait, n'est pas du tout déconnecté de votre orientation, mais est au cœur du sujet. Vous allez devoir maîtriser l'art de parler, l'art de dialoguer avec autrui, l'art éventuellement de manipuler le langage, l'art d'argumenter, et aussi du coup savoir très bien écrire, et c'est très bien parler. Donc le français, non seulement ça a une utilité, on va dire presque sur le plan citoyen et politique, non seulement ça a une utilité sur le plan linguistique,
Non seulement ça a bien sûr une utilité éventuellement dans le domaine professionnel, savoir écrire des mails, savoir en recevoir, savoir lire, comprendre ce qu'on nous dit, etc., etc. Mais le français, c'est aussi tout un art de communiquer, la communication. Et donc en cela, c'est pas du tout une matière déconnectée, hors sol, qui sert à rien. Le français, au contraire, c'est peut-être la matière, sa majesté des matières, parce que on n'est peut-être pas tous directement concernés par l'ingénierie, par les calculs, par l'architecture ou par la physique ou la physique quantique. En revanche, on est tous amenés à communiquer. Quel que soit notre corps de métier, notre vocation, notre parcours, nos origines, tout le monde, surtout à l'heure des téléphones portables et des réseaux sociaux, utilise le langage dans la vie de tous les jours, à l'oral quand on parle, et quand les autres nous parlent, donc pour écouter, comprendre ce que l'autre nous dit, mais aussi, encore une fois, avec nos téléphones, quand on communique avec les SMS, avec les mails, avec les posts, les réseaux sociaux, tout ça, on passe notre temps à communiquer. Et communiquer dans des fonctions très particulières, très précises, aussi bien sur le plan professionnel éventuellement, que sur le plan plus amical, que sur le plan amoureux et personnel. Donc très important, la communication, on en parle assez dans le domaine du couple et amoureux, donc vous ne vous rendez même pas compte parfois que le français vous transmet des compétences psychologiques à travers les textes, à travers les sentiments qu'on explore, les sentiments qu'on étudie, l'art de l'empathie, l'art de se mettre dans l'esprit de quelqu'un d'autre, de comprendre comment fonctionne la psyché humaine, mais aussi dans l'art d'utiliser le langage, de comprendre les mots d'autrui, avoir du vocabulaire et de mettre des mots sur ses sentiments, l'art d'avoir du vocabulaire suffisamment pour mettre les bons mots sur les bonnes choses, sur les bonnes idées, sur les bons sentiments, tout ça en fait, ce sont des outils précieux, s'il fallait une dernière motivation, pour créer du lien avec autrui et pour en fait créer des relations de qualité avec les autres et pour communiquer avec sa famille, communiquer avec ses amis, communiquer avec son amour en fait. Hein, et Dieu sait qu'en amour, la communication est essentielle, aussi bien dans le processus de séduction, de rapprochement, que pour entretenir la relation ou pour la sauver. Donc vous voyez, pour une matière qui a l'air comme ça, pas très utile ou un petit peu abstraite ou un peu lointaine, bah, en fait, on est au cœur de l'expérience humaine. Parce que l'humain, encore une fois, interagit par le langage. Nous sommes des sapiens, nous sommes des êtres de connaissance, de conscience et de connaissance. Et tout ça s'échange et s'exprime par le langage. Et donc le langage, nous en l'occurrence, le nôtre, c'est le français. Et le français, bien plus qu'un langage, bien sûr, c'est une culture, c'est une nation, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être. Et c'est un bagage culturel, et c'est un art, encore une fois, d'exercer le langage, de communiquer, de dialoguer, parfois de vouloir arriver à ses fins. Mais voilà, en tout cas, un petit peu tous les aspects, les utilités de la matière. Donc, quand on vous soumet des exercices comme le commentaire et la dissertation, qui, à bien des égards, et je vous rejoins, sont des exercices critiquables et qu'on peut remettre en question. Hein. Je ne suis pas un grand défenseur devant l'éternel du commentaire et de la disserte, surtout le commentaire d'ailleurs, les figures de style, tout ça et tout. Moi aussi j'ai détesté, moi aussi je trouve ça parfois d'une utilité très très contestable. Mais écoutez, encore une fois, we don't make the rules, comme on dit en anglais. Hein. I don't make the rules, je ne fais pas les règles. Donc, comme on ne fait pas les règles, eh bien voilà, on ne peut que prendre acte et essayer de s'adapter et de faire le mieux possible. On veut une bonne note, on veut un bon dossier, on veut simplement cartonner, et simplement, quand on comprend ce que tout ça peut nous apporter aussi à titre personnel, on veut pouvoir obtenir ces compétences-là. Et donc la question, c'est quelles compétences sont mises à l'honneur et sont évaluées dans ces exercices-là. Donc c'est ce qu'on va être amené à voir. Qu'est-ce qu'on évalue quand on fait un commentaire de texte? Qu'est-ce qu'on évalue chez vous? Votre capacité comme ça à non seulement savoir lire un texte, savoir le comprendre, mais aussi savoir restituer sa pensée fidèlement, hein, savoir vraiment redire le plus fidèlement possible ce qu'il dit sans déformer sa pensée, sans être de mauvaise foi. Vous voyez un peu l'art de communiquer au sens écouter l'autre, savoir écouter l'autre, le comprendre, ne pas déformer ce qu'il dit, ne pas être de mauvaise foi. Et en même temps aussi, une fois qu'on a compris ce qu'il a dit, savoir aller un peu au-delà de ce qu'il dit, aller un peu entre les lignes, savoir analyser, savoir un petit peu décortiquer la façon dont est construite sa pensée, les procédés qu'il a utilisés, etc. Ça, c'est le commentaire. Vous voyez un peu le commentaire vous donne ces compétences-là, ou en tout cas vérifie que vous les avez. Et la dissertation, elle, va évaluer, vous pouvez choisir la dissertation pour choisir d'être évalué là-dessus, va évaluer votre capacité à argumenter, à débattre, à délibérer, à peser le pour et le contre, à élaborer vous-même une réflexion, un texte, à faire des nuances, à ne pas vous contredire, hein, c'est pas se contredire, hein, c'est faire des nuances, oui mais, non mais, et voilà, et en fait à élaborer comme ça une argumentation, une pensée, hein, vraiment une pensée, un langage, et montrer que vous êtes capable de faire ça. Donc, qu'on choisisse le commentaire ou la disserte, ça peut être selon bien sûr ses facilités, mais c'est simplement aussi sur quoi on choisit d'être évalué, sur quel domaine de compétences précis on choisit d'être évalué et sur lequel on se sent le plus à l'aise. Et donc c'est ça, sur ça qu'on est noté. C'est avec ça normalement qu'on est censé repartir du français en étant un peu plus malin qu'on ne l'était quand on est arrivé au départ au collège ou au lycée et en étant en fait un citoyen
un minimum formé intellectuellement, éduqué, instruit, qui a du recul, du sens critique, un sens de l'écoute, un sens de la communication, qui sait argumenter, qui sait s'exprimer, qui a du vocabulaire, qui sait mettre des mots sur ses sentiments et sur ses idées, qui n'hésite pas à le faire du coup, donc n'hésite pas à formuler, en fait, à verbaliser ses sentiments ou ses pensées, et donc qui va faire normalement un être humain de qualité, à qui on peut parler, qui peut nous parler en retour, avec qui on peut avoir des discussions constructives de qualité, qui peut créer des liens authentiques et profonds avec un autre être humain, parce qu'il maîtrise l'art de l'empathie, de se mettre à la place des autres, il est sensible à la psychologie humaine, aux émotions, aux sentiments, il sait les conceptualiser, il sait mettre des mots dessus, et il sait voilà, entretenir une conversation de qualité. Je peux vous dire que ce sont des choses qui sont très appréciées, là je m'adresse peut-être aux messieurs, par les demoiselles. Donc voilà, hein, puisqu'il y a plein de sapiosexuels autoproclamés apparemment, je vous conseille de maîtriser ces choses-là. Je ne dis pas que ça vous sauvera la vie si vous n'avez aucune autre qualité, voilà, parce qu'on va pas se leurrer, hein, voilà, évidemment, c'est loin d'être la seule chose qui joue, hein, sinon il n'y aurait pas autant d'abrutis qui seraient casés et qui seraient des tombeurs. Mais en tout cas, ça ne peut que améliorer vos chances et bien sûr ne pas aggraver votre cas dans certaines situations. Voilà un petit peu pour ce grand podcast introductif, en espérant que cela vous ait aidé à mieux comprendre pourquoi cette matière est si importante et prend autant d'heures dans l'emploi du temps et pèse aussi lourd en coefficient, et donc pourquoi on vous embête avec la disserte et le commentaire et pourquoi on fait tout ça. Je considère et je pense que c'est vrai qu'on accepte mieux un exercice dont on comprend l'utilité, on comprend pourquoi on doit faire ça, hein. Moi je pense que la raison pour laquelle parfois on résiste à un exercice, c'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi on fait ça. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, pourquoi je suis là. Voilà, donc quand on comprend pourquoi on fait quelque chose et à quoi ça sert, on accepte mieux de le faire et même on y prend plus plaisir parce que ça a une raison d'être en fait. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que c'est une erreur monumentale des profs de français, de philosophie de ne pas se donner la peine d'expliquer à leurs élèves pourquoi telle matière et à quoi ça sert. Donc j'espère que je l'ai fait voilà, correctement ici. Et eh bien, écoutez, je vous dis eh bien, à très vite hein, dans la suite des épisodes de ce cycle. Si vous voulez continuer, aller plus loin, ou, voilà, ou si vous êtes intéressé par un aspect en particulier sur la méthode de la dissertation, la méthode du commentaire, ou sur la philosophie, sur le français, la littérature. Bref, hein, tout ce qu'il faut savoir normalement pour réussir voilà, les épreuves au bac, hein, des conseils, des recommandations, des explications. Voilà, n'hésitez pas à parcourir la playlist si ça vous intéresse. Et en attendant, je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter si vous avez ou des questions ou alors une remarque à faire. Et puis ben, en attendant un prochain épisode, voilà, portez-vous bien, bon courage si vous avez des révisions, des examens, ou voilà, si vous êtes en plein rush niveau études. Et on se dit à la prochaine. Salut les Pifiou!